Je suis Georges Gandberg, intervieweur de la Fondation de la Shoah. Nous sommes le 13 mars 1996 chez M. Albert Rovec à Nancy. Je suis Georges Gandberg, intervieweur de la Fondation de la Shoah. Monsieur Rovec, bonjour, merci de nous recevoir pour cette interview. Vous vous appelez donc Albert Rovec, ça s'écrit comment Rovec? R-O-W-E-K. Et nous sommes à Nancy, dans le centre de la vieille ville de Nancy. Tout à fait. Et donc, vous êtes donc né en quelle année? Je suis né le 15 juillet 1927 à Nancy même. À Nancy même. Ah, très bien. Et donc, vous avez vécu votre jeunesse sur Nancy. Tout à fait. Alors donc, vos parents, qui étaient-ils? Mes parents étaient de braves gens, comme il y en a tellement. Mon papa était serrurier d'art. Ma maman a élevé ses 5 enfants. Ah, vous avez 5 frères et sœurs. Il y avait Paul l'aîné, qui est toujours en vie. C'est le seul qui est resté avec moi, naturellement, parce que lui, à l'époque, était prisonnier de guerre. Lorsqu'il y a eu la guerre, il était soldat. Et lui, il est rentré des camps d'Allemagne, quoi, des stalags. Et ensuite, il y avait Estelle, qui était la deuxième, l'aînée des filles, Paulette, la deuxième fille, et Fanny, la plus jeune des filles, qui, elle, était née en 1924, qui avait donc 3 ans de plus que moi. J'étais le Benjamin de la famille. Bien, alors vous habitez donc Nancy, et je suppose que, tout à fait normalement, vous avez été à l'école. Oui, tout à fait. Alors, racontez-nous un petit peu. J'allais à l'école d'Idion, que vous devez connaître peut-être si vous êtes un ancien, à l'école d'Idion qui se trouvait là, qui existe toujours d'ailleurs, d'Idion-Rographe, quoi. Mes sœurs allaient à l'école Rographe, et bon, ben, ma foi, jusqu'à la guerre, quoi. J'ai passé mon certificat d'études juste l'année avant la guerre, peu de temps, en 1939. J'ai passé mon certificat d'études au mois de juin 1939. Je n'avais pas tout à fait à l'époque 13 ans, quoi, puisque... oui, c'est ça. Attendez, je calcule, je ne sais plus, non, j'avais... Vous avez 12 ans et demi. 12 ans, voilà, j'avais 12 ans et demi, voilà. Alors, dites-nous un petit peu comment ça se passait dans cette école, comment étaient les instituteurs, le directeur, vos copains, vos copines, comment c'était, racontez-nous un petit peu. Bah, c'est pas très facile, j'ai pas beaucoup de souvenirs, hein. Je me souviens très bien de ce qu'on appelait le père Henri, le directeur de l'école, qui était mon professeur, qui était vraiment un brave homme, un homme extraordinaire, d'une gentillesse inimaginable, et que tout le monde adorait. Même j'étais ce qu'on appelle censé aller dans une école où, disons une école de voyous peut-être, quoi, parce que c'était le quartier Clodion, vous savez. Bon, ben, mais enfin, avec le père Henri, comme on dit, ça se passait assez bien, quoi. Hein, il était très aimé, quoi. Et je me souviens même que il avait pris sa retraite l'année de mon certificat d'études, je crois, oui. Et ensuite, j'ai continué à l'école parce que il y avait ce qu'on appelait à l'époque le premier ordre. J'étais censé passer le premier ordre, et lui n'était plus... comme ça a été le début de la guerre, il a rempilé, comme on dit, voilà, il a continué à assumer ses fonctions d'instituteur et de directeur de l'école d'Idion, quoi. Autrement, des copains, j'en avais bien sûr, des noms... je me rappelle par exemple qu'il y avait des gens de la communauté juive qui allaient à cette école. Pierre Tikosinski, par exemple, peut-être que vous connaissez, Georges Lehmann, ses frères, enfin beaucoup d'autres, hein, Georges Lehmann qui a été déporté également, quoi. Et bon, enfin, c'est à peu près tout ce que je peux dire de cette époque-là, quoi. J'ai passé mon certificat d'études avec mention bien. C'est tout, quoi. Dans cette école, il y avait toutes les nationalités, un petit peu? Toutes les nationalités, beaucoup de juifs polonais aussi, hein. Mon petit cousin allait à l'école également, à l'école d'Idion, mon petit cousin qui est décédé, hein, qui est mort en déportation, qui a été
déportés par le même convoi que moi. Ma petite cousine allait à l'école Rographe, à l'école de scie. Elle était toujours première. Moi, j'étais un élève moyen, quoi. On va revenir un petit peu vers vos parents. Vos parents étaient nés en France? Non, mes parents sont nés en Pologne. Ah oui? À quel endroit? À Siedlce. Ça se trouve, c'est ce qu'on appelle le Palatinat de Lublin. Je ne sais pas si ça existe encore à l'époque. Hein, mon père est né à Siedlce, ma maman est née à Siedlce, mon frère est né, et mes deux sœurs les plus âgées, c'est-à-dire Paulette et Estelle. Ma sœur Fanny, qui est du 20 avril 1924, est née à Nancy également. Donc mes parents ont dû arriver en France, je crois, vers 1920, je crois approximativement. De même que mes cousins et cousines. Est-ce que vous savez pourquoi ils sont venus en France? Est-ce que vous avez une idée? Non, bah, ils sont venus, je pense, parce que pour raison de racisme, je pense. Hein. Vous savez qu'il y avait pas mal de racisme en Pologne à l'époque-là. Hein. Bon, ils ont pensé trouver un pays d'accueil où ils ne seraient pas en but au racisme. Il y en a eu un peu, mais enfin, il y en a, à l'époque, on nous disait même des fois sale juif, sale polac. Mais enfin, c'était, vous savez, à prendre, à mettre entre parenthèses tout de même. C'était, dans l'ensemble, moi, j'ai pas trop à me plaindre. J'avais des bons copains dans tous les milieux, qu'ils soient du milieu israélite ou du milieu catholique ou tout. J'avais de très bons copains. Hein. Vous disiez que votre père était donc serrurier. Il a trouvé du travail en arrivant en France? Il a trouvé du travail. Il travaillait, je ne me rappelle plus du nom de cette entreprise. Il travaillait, c'était une entreprise qui se trouvait derrière sur le boulevard de la Pépinière. Je ne me rappelle plus du nom. Elle n'existe plus maintenant. Hein. Et ensuite, disons, il a pris sa retraite et il a pris une petite boutique sur le marché de Nancy. Un étal. Un étal, voilà, ce qu'on appelle un étal, oui. Et il vendait quoi? Qu'est-ce qu'il vendait? Il vendait de la bonnetterie. Ah, voilà, il vendait de la bonnetterie, des chaussettes, enfin un tas de trucs comme ça, quoi. Est-ce que vous avez souvenir d'autres parents ou que vous avez pu connaître, des grands-parents, des tantes, des oncles? Ah non, qui habitait Nancy également, j'avais mon cousin et ma cousine et mes petits cousins et petites cousines qui habitaient au 31 rue des Ponts. C'était les seuls qui avaient dû émigrer à peu près à la même époque. Et il s'appelait comment? Il s'appelait Rosner, R-O-Z-N-E-R. Léa Rosner, née Kozienieska, fille de Kozienieska et de Firovec, et qui était donc ma cousine, était née à Sietz également. Insem Rosner, son mari, donc mon cousin par alliance, était né à Lask, si je me rappelle bien, Lask, en Pologne aussi. Et ils ont dû émigrer à la même époque. Hein. Je sais que j'avais de la famille Kozienicka en Afrique du Sud, un cousin qui venait nous voir de temps en temps. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, je l'ai perdu de vue. Et je dois avoir également de la famille, je pense, aux États-Unis, encore pas beaucoup. Je pense à Chicago ou quelque chose, il doit y avoir des Rovec. Hein. Mais ils ne nous ont pas contactés après la guerre, nous n'avons pas... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Ils n'ont pas cherché à demander ce qu'on était devenus, quoi, voilà. Vos parents et vous-même étiez d'un milieu religieux, vous alliez à la synagogue? Oui, religieux, ni plus ni moins. Nous fêtions, oui. Traditionnalistes. Nous allions, oui, traditionnalistes. Nous allions à la Choule rue des Ponts, au 55 rue des Ponts. Nous y allions régulièrement, oui. Pour les fêtes, Purim, Rosh Hashanah, enfin toutes les fêtes. Mais sans plus, hein. Quelle langue parlez-vous? Moi, je parle uniquement le français. À l'époque, je parlais le yiddish, je l'ai presque oublié. Hein. Je connais encore quelques bribes parce que la vie a fait que je n'ai pas eu trop de contact. Mon travail faisant, tout ça, j'ai pratiquement oublié. J'apprenais également l'hébreu à l'époque. J'allais à la Choule rue des Ponts et j'apprenais l'hébreu. Oui. Maintenant, bon, bah...
un peu oublié. Je vous avouerai franchement que j'ai perdu le contact. J'ai perdu foi un peu à la religion, quoi, voilà. Il faut que je dise ce qui est, quoi. Bien, nous arrivons donc, je crois, tout doucement, malheureusement, vers le début de la guerre. Oui. Septembre 39, c'est Oui. La déclaration de guerre. La déclaration de guerre. Comment vous avez subi ça dans votre famille et vous-même, etc. Ben, dans ma famille, nous sommes, comme beaucoup de Meurthe-et-Mosellans, partis nous réfugier dans le département de la Gironde, à l'exception de mon père qui, lui, est resté pour travailler. Et nous sommes partis dans le département de la Gironde. Nous habitions à Libourne, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux. Et quand la débâcle a eu lieu, mon père est venu pratiquement à pied nous rejoindre là-bas. Hein, il a fait la débâcle, vous savez, quand l'avance des Allemands a eu lieu, il a subi la débâcle, il a même été hébergé, je crois que c'est en Haute-Saône, mais je ne pourrais plus dire exactement, par des paysans qui lui ont pratiquement sauvé la vie, mais je n'ai plus aucune notion des noms ni quoi que ce soit. Hein. Et il est venu nous rejoindre là-bas. Et nous avons habité donc le département de la Gironde, mais nous avons malheureusement été recensés comme israélites, comme beaucoup. Et ensuite, ils nous ont emmenés dans le département de la Vienne, comme on appelle, comme réfugiés, comme on appelle, résidence surveillée, quoi, si on veut, voilà. Hein. Alors, pendant cette période où votre père n'était plus avec vous, pendant un certain... Qu'est-ce que vous alliez à l'école? J'allais à l'école à Libourne, voilà, oui. Oui. Et il n'y avait pas de problème spécifique? Il n'y avait pas de problème spécifique, non. Non. Alors là, on arrive tout doucement, l'année 40 se passe. L'année 40 se passe, oui. Et donc, vous êtes dans la Vienne à quel moment? Dans le courant de 1940, par le fait... Nous sommes transférés dans le département de la Vienne, nous habitons un petit village, disons un gros bourg, Rouillé, R-O-U-2-L-E, qui se trouve à environ une trentaine de kilomètres de Poitiers, une trentaine de kilomètres de Lusignan, pour situer géographiquement, quoi. Et nous sommes relativement bien, nous habitons une petite maison, nous sommes tranquilles. Les gens sont gentils avec nous, on va se ravitailler chez les paysans environnants, nous ne sommes pas trop malheureux, nous ne sommes pas malheureux du tout, quoi, à l'époque. Hein. Et comment vous assumiez la vie? Il fallait travailler, il fallait avoir des sous? Eh ben, je ne peux pas dire exactement ça. Mes souvenirs, nous devions certainement être aidés par une organisation humanitaire quelconque, je pense. Et mon père travaillait, mon frère lui était prisonnier de guerre, lui il était absent bien sûr, il était en stalag. Et bon, mes sœurs et moi nous allions à l'école, je crois que ma sœur Estelle était mariée, donc elle n'était pas avec nous, mais elle est venue nous rejoindre. Et malheureusement elle était chez nous lorsque nous avons été arrêtés et emmenés au camp de Poitiers. Alors ça se passe donc dans l'année 40 et on arrive en 41. Nous arrivons au 15 juillet 1941. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est une date que je n'oublierai jamais parce que c'est la date de mon 14e anniversaire. Je suis né le 15 juillet 1927. Le 15 juillet 1941, vers 10 h du matin, alors que nous apprêtions à fêter l'événement, nous devions aller manger au restaurant. Mes parents avaient envisagé d'emmener toute la famille au restaurant pour fêter mes 14 ans, comme on dit. Vers 10 h du matin, la police arrive, nous fait monter dans des camions et nous emmène au camp de Poitiers. Quelle police c'était? C'était la police française. Comme pratiquement tout le temps. J'ai subi plusieurs arrestations, à chaque fois ça a été la police française. Et donc vous êtes regroupés au camp de Poitiers? Nous sommes regroupés au camp de la route de Limoges à Poitiers, qui est un camp qui reçoit des juifs et des tziganes. Il y a une partie du camp qui est réservée aux juifs et une partie du camp qui est réservée aux tziganes. Dans ce camp, nous sommes, il règne une certaine promiscuité, excusez-moi, mais nous vivons quand même par famille. Nous sommes dans des blocs, nous vivons par famille, mais femmes et hommes mélangés.
bon, nous mangeons, nous couchons. On ne peut pas dire que nous ayons faim, mais la vie est difficile. On est nourri quand même raisonnablement. De quelle façon vous êtes nourri? Par qui? Par quoi? Par des cantines militaires? Par des cantines, oui. Qui c'est qui faisait la cuisine, c'était nous-mêmes qui la faisions, puisque je me souviens qu'il y avait des corvées de pluche. Il me reste même une photo où nous voyons tous les gens qui font la corvée de pluche le plus joyeusement possible, parce que malheureusement, nous ne pensions pas de ce qui allait arriver par la suite. Alors donc, vous êtes dans ce camp à Poitiers pendant combien de temps à peu près? Moi, je suis libéré, j'ai plus la date de ma libération, j'ai une photo, c'est dans le courant de 1941, je crois que c'est dans le courant de septembre 1941. Là, vous êtes libéré pourquoi? Je suis libéré grâce aux efforts du révérend Père Fleury, qui est devenu par la suite président du COSOR, et du grand rabbin de Poitiers, dont je ne me rappelle malheureusement plus le nom, peut-être qu'on retrouvera son nom si on fait des recherches, qui est entre parenthèses les deux meilleurs amis du monde, et qu'on ne voyait jamais l'un sans l'autre, malgré leurs différences de religion, mais qui mettaient tout en œuvre pour essayer de sauver des vies, d'essayer de faire libérer des enfants. À l'époque, j'ai été libéré. N'ayant pas 15 ans à l'époque, ils ont réussi à faire libérer les juifs français de moins de 15 ans, nés en France. J'ai donc été placé, à l'époque, chez ma cousine et mon cousin, qui vivaient avec leurs enfants, Hélène et Armand, ma petite cousine et mon petit cousin, qui eux n'avaient pas été arrêtés. Et quand on y pense maintenant, ça paraît stupide de me replacer dans une autre famille israélite. Quand on sait ce qui est advenu par la suite, bien sûr. Hein. Mais comment imaginer? Eux, ils habitaient également le département de la Vienne, ils étaient réfugiés là-bas, ils habitaient un endroit, le château de la Plaine, ils étaient réfugiés dans ce château, disons, ça se trouvait à quelques kilomètres de l'Encloître, également une trentaine de kilomètres de Poitiers environ. Ils vivaient là-bas, et donc lorsque j'ai été libéré, ce sont eux qui m'ont recueilli. J'ai vécu avec mes cousins et cousines, petits cousins et petites cousines, jusqu'à ce que malheureusement, et là la date m'est sortie de la tête, ça doit être dans le courant de 41 également, ou début 42, à ce que mon cousin, ils sont venus, la police est venue arrêter mon cousin et ma cousine, et nous a laissé, Armand, Hélène et moi, complètement à l'abandon. Nous n'avions plus rien. Ils ne nous ont pas arrêtés, ils n'avaient pas l'ordre de nous arrêter. Alors ils n'ont arrêté que les adultes. Et nous avions 14 ans et demi, 15 ans à l'époque. Mon petit cousin, il est de 1924, il avait 3 ans de moins que nous, il avait donc 11 ans environ. Nous étions complètement perdus. Nous nous sommes adressés chez des paysans des environs qui nous ont donné à manger. Certains nous ont même recueilli nos affaires. Je ne sais plus du tout. Je n'ai plus par la suite, je n'ai plus refait le périple inverse. Hein. Je ne suis plus revenu dans ce coin. Il a fallu vivre, il a fallu. Hein. Et ensuite, nous avons de nouveau été pris en main par le révérend Père Fleury, qui lui nous a placés dans une famille catholique. C'est là où nous arrivons à l'époque où j'ai été placé dans une famille catholique, monsieur et madame Gaborio, qui étaient garagistes route de Saumur, mais le garage était fermé à l'époque parce que c'était la guerre, et lui il travaillait dans une usine de conserve, monsieur Alphonse Gaborio. Et à quel endroit c'était? À Loudun, dans le département de la Vienne. Ah, d'accord. C'est la ville, pour citer, de René Monory à l'heure actuelle, dont René Monory est le maire à l'heure actuelle. Hein. Et donc, cette famille, une famille admirable, entre parenthèses, qui à l'époque avait 8 enfants juifs chez elle, en dehors de ses 4 enfants. Bien sûr, ils étaient aidés par l'organisme qui nous avait placés chez eux. On leur donnait de l'argent pour nous nourrir. Bien sûr, ils ne nourrissaient pas à l'œil, mais quand on pense au risque que cette famille courait de garder des enfants juifs chez elle,
Et lorsque nous avons de nouveau été arrêtés chez elle, nous n'étions plus que 3. Il y avait toute une famille, la famille Diman, entre parenthèses, des gens qui sont presque tous nés à Nancy. Ils sont tous d'ailleurs dans le livre de Serge Klarsfeld, du mémorial des enfants déportés juifs de France. Ils sont tous dans ce livre. Il y avait Maurice Diman, il y avait Frida Diman, Sarah Diman, Bella Diman, et je ne me souviens plus, enfin nous étions 8 à l'époque, mais les autres petits Diman ont été placés ailleurs par la suite et nous n'étions plus que 3, Hélène, Armand et moi, donc mon petit cousin, ma petite cousine et moi, qui étions chez cette dame. Et moi à l'époque, je travaillais chez un jardinier. On m'avait placé je travaillais, j'étais très bien. Je travaillais chez un jardinier à Loudun qui s'appelait Chabrol, qui était un brave homme, chez qui j'étais heureux. Hein. Je faisais un travail pas trop pénible, j'étais bien, quoi. Hein. Et vous étiez rétribué pour le travail que vous faisiez? Oui, légèrement. J'ai une petite paye d'apprenti, j'étais apprenti jardinier. Hein. Ça ne devait pas monter bien loin, je ne me souviens plus. Hein. Vous savez, c'est des souvenirs qui sont tellement lointains. Il y a des dates, il y a des noms qui me sont sortis de l'esprit, il y a un tas de choses, hein, ça remonte tellement loin. Hein. Mais nous étions bien. Et un jour, la police est venue me chercher à mon travail, de nouveau. On m'a ramené chez Madame Gaborio pour faire ma valise. Et ma petite cousine, mon petit cousin et moi, nous avons été de nouveau emmenés au camp de Poitiers. En quelle année, ça? C'était en 1940. Ça devait être en courant 1942, hein, ou même peut-être début 43, hein, quelque chose comme ça. Et de Poitiers, nous ne sommes pas trop restés longtemps. De nouveau, probablement grâce aux efforts du révérend Père Fleury et du grand rabbin, nous avons été placés dans un centre de l'UGIF à Paris, au centre Lamarck. Hein? C'est comme une maison d'enfants. Une maison d'enfants israélite. Il y avait plusieurs centres de l'UGIF à l'époque à Paris. Il y en avait rue Secrétan, il y en avait rue Lamarck, il y en avait à Louvciennes. Donc nous étions environ 200 enfants placés dans ces centres de l'UGIF. Nous n'étions pas trop malheureux, nous étions bien là. Hein. Qu'est-ce qu'on faisait dans ces centres? Qu'est-ce que vous faisiez? Comment on passait notre temps? Moi j'avais commencé à apprendre le métier de menuisier. J'étais dans une école de menuisier. Mon petit cousin, lui, ne faisait rien, il allait à l'école. Hein, ma petite cousine, je ne me rappelle plus trop ce qu'elle faisait, elle ne faisait rien non plus. Elle œuvrait certainement pour le centre, pour assumer la vie quotidienne dans le centre. Hein. Nous étions, je ne me souviens plus combien nous étions au centre Lamarck, nous étions peut-être environ 80 peut-être. Et plus l'encadrement, il y avait des moniteurs, des cuisiniers, et tout un tas de choses comme ça, hein, bien entendu. Et vous aviez appris la menuiserie auprès de qui? Dans une école? Dans une école, mais je ne me rappelle plus exactement où. Hein. J'avais commencé, hein, à la fin de mon séjour. Hein. C'était même pas à l'époque à Lamarck, nous étions à Secrétan. Parce qu'à Lamarck, nous ne sommes pas restés longtemps. Il y a eu un gros bombardement qui a eu lieu sur les bouts de Chaumont, où il y a des bombes qui sont tombées au pied du Sacré-Cœur à l'époque. Et une bombe est tombée dans la rue du Chevalier de la Barre, c'est-à-dire sur le trottoir de notre maison. La bombe aurait très bien pu tomber sur ce centre. Vous savez comment c'est des bombes égarées. Et nous avons subi ce bombardement, nous étions dans les caves à l'époque. Et le centre étant inutilisable, il y a heureusement, qu'est-ce que je dis malheureusement, heureusement il n'y a eu aucun blessé parmi les enfants. Je me souviens même avoir été projeté, une fenêtre par le souffle de la déflagration a été arrachée, et j'ai été projeté sur un berceau où il y avait des petits bébés. Je me suis retrouvé sur leur berceau. Mais ça s'est bien passé, nous n'avons pas été blessés, il n'y a eu aucun blessé. Et ils nous ont repliés ensuite rue Secrétan, au centre Secrétan. Et c'est là que j'ai dû commencer à aller dans une école où j'ai commencé à apprendre la menuiserie.
Et ensuite, il y a eu cette malheureuse rafle. Alors, vous êtes à l'école Sécrétan jusqu'à quelle date à ce moment-là Jusqu'au 21 juillet 1944. Ah. Le 21 juillet 1944, la police vient nous arrêter sur ordre de Brunner, je crois, celui qui dirigeait la Waffen-SS la Gestapo, je veux dire, à Paris. Et ils arrêtent tous les enfants et tous les moniteurs et tout l'encadrement de tous les centres de l'UGIF. Et ils nous emmènent au camp de Drancy. Et à Drancy, vous y êtes quand, à peu près? Du 21 au 31 juillet. Et le 31, nous partons pour une destination inconnue. On vous met dans les wagons? On nous met dans des wagons plombés et nous partons pour Auschwitz, puisque nous sommes arrivés à Auschwitz. Quand il y a eu toute cette rafle et le temps que vous avez passé les 10 jours à Drancy, est-ce qu'on savait où on allait? Absolument pas. Personne ne savait rien? Personne ne savait rien. On ne savait rien. Et entre personnes prisonnières, etc., personne ne pouvait savoir, ne parlait pas ou ne savait pas du tout? On ne savait absolument rien. On était loin de soupçonner que... Nous savions que nous n'avions déjà plus de nouvelles de nos familles. Nos familles étaient parties pour une destination inconnue et nous n'avions plus aucune nouvelle. Nous ne savions pas ce qu'elles étaient devenues, bien entendu. Mes cousins, cousines étaient partis un petit peu après. J'ai le numéro de leur convoi, je l'ai noté. Mes parents ont été déportés en 1942. Mes cousins et cousines également, par un convoi un petit peu après. J'ai noté les numéros des convois si vous me demandez les questions. J'ai noté tout ça. C'est pour vous. Oui, alors, pendant ces 10 jours, qu'est-ce que vous faites dans ce camp de Drancy? Rien. Rien. Nous sommes ensemble, nous parlons, nous vivons dans la promiscuité, comme on dit. Hein. Mais nous ne savons pas le sort qui nous est réservé. Nous avons des dortoirs. Je ne me rappelle plus trop comment ils étaient faits, ces dortoirs d'ailleurs. Mais nous vivons, nous avons à manger, on nous donne une ration pour manger, nous ne sommes pas maltraités. Mais enfin, nous sommes là sans... Et vous étiez gardé par qui, là? C'était la police française. Oui. 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 Deux. Le temps que vous étiez donc au centre Lamarck et ensuite à Drancy, est-ce que vous aviez eu encore des rapports, des nouvelles avec votre famille? Bien entendu, nous n'avions pas perdu contact. Oui, oui. Bien entendu, nous n'avions pas perdu contact avec eux, nous leur écrivions régulièrement. Ils s'inquiétaient de nous, de savoir si nous étions bien. Ils nous envoyaient même des colis. Il ne se passait pas de semaine que nous n'ayons de leurs nouvelles. Et alors, il y a eu un problème avec M. Gaborio, me disiez-vous? Malheureusement, oui. Racontez-nous. La fatalité a voulu que nous soyons déportés, alors que nous aurions très bien pu, Hélène Armand et moi, être sauvés. M. Gaborio avait projeté de venir nous enlever dans ces centres de l'UGIF. Et il avait projeté de venir nous enlever, nous ramener dans le département de la Vienne, et de nous placer chez des paysans parce qu'ils n'étaient pas tranquilles sur notre sort. Ils n'étaient pas tranquilles pour nous. Et ils nous avaient donc écrit de nous préparer à ce qu'ils viennent et ils nous ramèneraient parce que nous étions relativement libres. Nous sortions régulièrement, bien sûr avec l'étoile jaune, mais nous vivions en liberté dans Paris. Je me souviens même que je connaissais à l'époque le métro comme ma poche parce que étant dans les plus âgés de ces centres, on me faisait faire beaucoup de commissions, beaucoup de courses pour l'intendance. Hein. Et donc ils devaient nous chercher et un jour nous recevons une lettre de Madame Gaborio nous annonçant le décès de son mari. Il avait été mitraillé sur les routes par un avion dont on n'a jamais su l'identité, entre Poitiers et Loudun. Et il est décédé, donc malheureusement, elle est tombée veuve. Et donc nous nous étions éplorés, bien sûr, de la nouvelle. Déjà de savoir qu'il ne pourrait plus venir nous chercher, que
que ce projet était à l'eau, mais enfin nous étions encore dans ce centre. Et donc est arrivé ce 21 juillet où on est venu nous arrêter. Mais sans cette fatalité, nous n'aurions probablement jamais été déportés, ma petite cousine, mon petit cousin et moi. Voilà. Vous êtes donc à Drancy pendant une dizaine de jours à ne rien faire, à attendre. Oui. Et le 31 juillet, qu'est-ce qui se passe alors? On vient nous chercher. On vient nous chercher. On nous emmène à la gare de Drancy. Et nous partons au champ de la Marseillaise, je m'en rappellerai toujours. Parce que là, il y avait les Allemands, hein, il y avait la police française, il y avait également les Allemands. Et on part à pied jusqu'à la gare de Drancy. Les gens nous voient passer en groupe. Certains sont écœurés, d'autres applaudissent. Vous savez ce que c'est? Je me rappellerai toujours de ce truc-là. Hein. On nous a emmenés donc à la gare de Drancy, on nous a mis dans des wagons plombés. Nous avons été enfermés, nous étions une centaine par wagon, et hop, nous avons voyagé, je ne me rappelle plus, ça s'est passé le 31 juillet, quoi. Hein. Nous avons donc dû arriver le 1er ou le 2 août, je ne me rappelle plus de la durée du trajet, exactement. Et vous arrivez où alors? Nous arrivons à Auschwitz. Et vous saviez que c'était Auschwitz? Nous l'avons su, nous arrivons à Auschwitz, on voit gare d'Auschwitz, on voit Auschwitz, mais nous ne savions pas à l'époque qu'Auschwitz existait, était un camp de la mort. Hein. Alors ça se passe comment? Vous arrivez à Auschwitz? Nous arrivons, on ouvre les wagons, on nous fait descendre à coups de trique des wagons. Laos, dans ces wagons, il y avait des gens, des vieillards, il y avait des femmes, il y avait des bébés, il y avait de tout. Hein. Nous avons vécu tout ce transport sans pouvoir descendre de ces wagons, à faire nos besoins dans des seaux, sans pouvoir sortir. Hein. Et enfin, c'est inimaginable, quoi. On ne peut pas décrire. Hein. Mais j'ai vu bien pire par la suite encore. Donc nous arrivons là, on nous sépare, les femmes, les hommes, les gens capables, les gens en bonne santé, les gens en moins bonne santé. Moi, je suis séparé de ma petite cousine, de mon petit cousin. On me met d'un côté, on met ma petite cousine, mon petit cousin de l'autre. Nous sommes séparés, je ne les ai plus jamais revus. Dès le lendemain, je savais qu'ils étaient partis en fumée parce quand j'étais mélangé avec les anciens déportés qui étaient déjà dans le camp, c'est eux qui m'ont dit, tu vois, cette fumée, c'est tous les déportés qui sont brûlés, qui partent en fumée et qui... Voilà. Là, vous avez donc subi ce qu'on appelle la sélection. La première sélection. Comment ça se passe à ce moment-là? On nous passe déjà, on nous tatoue. Ah, vous avez été tatoué? Je suis tatoué, je peux vous montrer mon tatouage. Je suis le numéro B3899, c'est-à-dire B3899, qui est tatoué sur mon bras gauche. Allez, si vous voulez bien le montrer, un instant, s'il vous plaît. Vous voyez? Et donc, à ce moment-là... Excusez, parce que... Je comprends. Petite minute, s'il vous plaît. Nous sommes donc... je peux reprendre si vous voulez. Oui. Nous sommes donc tatoués, tondus sur tout le corps. Vous êtes habillés comment à ce moment-là? On nous met des costumes rayés, le costume on nous habille avec le costume du déporté, avec le costume rayé, avec le triangle jaune, comment dirais-je, comme vous avez dû en voir tant déjà, hein, ouais, avec immatriculé juif, français, un F. Un triangle avec déportés politiques juifs français, puis voilà, chaque déporté était catégorié dans une catégorie différente, quoi, par le fait. Hein. Et votre numéro figurait aussi sur votre... Mon numéro figurait également là, et sur le côté gauche ou droit, je ne me souviens plus, du pantalon, oui. Vous aviez des chaussures? Comment c'était? Oh, c'était des misérables brodequins, quoi. Hein. C'était... Nous avions une espèce de paire de... C'était même pas des chaussettes, c'était des... à vrai dire, je ne me rappelle plus trop quoi. Hein. Et vous êtes... Alors, vous dormez où? Vous êtes comment? Dans des blocs.
Ah bon? Je ne me rappelle plus du numéro du bloc dans lequel j'étais. D'ailleurs, j'ai perdu le numéro du bloc. Certains déportés s'en rappellent. Moi, j'ai complètement perdu le... Et vous étiez uniquement avec des Français, uniquement ou avec... Ah non, nous étions mélangés. Hein. Il y avait des déportés français, il y avait des déportés polonais, il y avait des déportés de toutes les nationalités, il y avait des déportés de droit commun, il y avait des déportés pour mœurs. Chaque déporté avait... dans la même baraque, dans le même bloc. Dans la même baraque. Il y avait des capots, il y avait des Vorarbeiter, il y avait des... Qu'est-ce que c'était les capots? Les capots, c'était ceux qui nous commandaient dans les commandos. C'était quoi, des Allemands? C'était pas des Allemands. C'était des déportés qui avaient bien voulu assumer cette tâche parce qu'eux, ils ne faisaient jamais rien eux-mêmes. Ils le faisaient faire par ceux qui voulaient bien le faire. Qui, pour une gamelle de plus ou un truc comme ça, vous savez, il y avait beaucoup de droits communs, hein, il y avait beaucoup de... Il y avait des Vorarbeiter, c'était pareil. Hein, Qu'est-ce qu'on appelle les Vorarbeiter? Ben, c'était un petit peu pareil, c'était les chefs de travail, quoi. Hein. Ah d'accord, ceux qui distribuaient le travail. Voilà. Et qui étaient des déportés eux-mêmes. Qui étaient également des déportés. Mmh. Et alors comment on vit dans cette baraque, dans ce bloc? Ben, on vit mal, on vit mal. Il y a un lit, il y a des lits à étages, hein, à 3 étages, si je me rappelle bien. Il y en a, moi j'étais au milieu d'un lit. À l'époque, j'avais réussi à rester avec un des déportés qui avait été déporté en même temps que moi du centre de l'UGIF, qui s'appelait Bernard Rosa, qui avait quelques années de plus que moi, et j'avais réussi à rester avec lui et nous vivions pratiquement ensemble. Et donc nous étions liés, quoi, solidaires l'un de l'autre. À l'époque, et un jour malheureusement il a été sélectionné, il est passé dans une sélection où je ne l'ai plus jamais revu. J'ai eu la chance de passer à travers. Mais quand nous arrivons au camp, nous sommes tous donc dépouillés de nos habits, dépouillés, rasés, immatriculés, tatoués, ceux qui avaient des dents en or, ceux qui avaient des chevalières, ceux qui avaient des bijoux, tout ça, ils étaient raflés, ils étaient... par la suite, je l'ai vu à la libération des camps, j'ai vu ce qu'il en advenait, ils regroupaient ça dans des immenses baraquements, et bon, c'était pour eux, quoi. Hein. Et alors donc, vous allez avoir... Je suis affecté à un travail. Voilà, alors en quoi consiste? Vous êtes quoi alors là? Je suis Strassenbau. Je suis affecté à un commando de Strassenbau, c'est-à-dire terrassier. Donc vous faites les routes, là, vous faites je fais les routes avec la pelle, la pioche, la brouette, les cailloux. Je ne vous parle pas de ce que c'est. C'est indescriptible, quoi. Hein. Il faut pas lâcher la brouette, il ne faut pas plier sous le poids, il faut faire ce qu'il y a à faire, parce qu'autrement, vous êtes schlingué, comme on dit, quoi. Hein. Est-ce que c'est un travail utile que vous pensez... Ah, ben, c'était utile pour eux, bien sûr. On construisait des routes, hein. C'était utile pour eux. Des routes pour faire quoi? Pour le transport, pour un tas de choses, quoi. Hein. À l'intérieur du camp ou Non, à l'extérieur du camp. Ah, nous sortions tous les jours en commando, au son de la musique, bien entendu, parce que nous partions en musique avec le Mutzen, c'est-à-dire le chapeau. Il fallait qu'on marche au pas. Mutzenap, quand on passait devant les SS avec leur grand képi. S'il y en avait un qui ne marchait pas en droit, il se faisait schlaguer, quoi. Hein. Il fallait marcher au pas, hein, absolument. Qu'est-ce que ça signifie, il se faisait schlaguer? Bah, il se faisait taper dessus, quoi. Hein. Il prenait des coups, des gifles ou des coups de schlag, des coups de cravache, quoi. Hein, Bien sûr, il fallait pas plier sous le poids, il fallait tout faire. Et ça, c'est un travail que vous avez fait pendant quasiment tout le temps? Pas tout le temps. J'ai eu de la veine dans mon malheur, comme on dit. J'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur. Parce que, comment je peux raconter normalement, un jour, au réveil, au lieu de partir en commando, on nous a mis en rang, donc nous faisions l'appel avant de partir. En quoi ça consistait, l'appel? L'appel, nous étions regroupés dehors par tous les temps, à savoir, c'était matin et soir, savoir s'il manquait personne. Hein. Et les appels, c'était des appels qui étaient, surtout le soir, qui étaient des fois interminables.
si vous aviez envie d'uriner ou quoi que ce soit, il ne fallait pas bouger, il fallait pas bouger, il fallait attendre la fin. Et des fois, il faisait même semblant de ne pas retrouver pour recommencer, pour retrouver. Il fallait répondre à nos numéros matricules, quoi. Hein. Ah, on ne vous appelait pas par votre nom? Ah non, non, non. Moi, quand on disait B83996, il fallait que je dise ya. Hein, me dire que j'étais présent, quoi. Hein. Donc un jour, nous avons été réunis et j'ai été mis de côté pour, je ne savais pas quoi à l'époque. Je ne savais pas pourquoi, on a été mis de côté une dizaine, et on s'est dit, bon, bah, c'est la fin. Maintenant, c'est notre tour. Et nous partions résignés, nous ne savions que faire. Hein. C'était impossible, vous ne pouviez rien faire. Premièrement, nous étions trop affaiblis. Nous ne pouvions absolument rien faire. Il n'y avait pas de possibilité de s'évader, il n'y avait rien. C'était... enfin, je ne peux pas décrire, c'est trop difficile, trop dur. Racontez. Trop dur. Enfin, nous avons été mis de côté, et là, on s'est dit, bon, bah, c'est la fin pour nous. Et en fait, ils nous ont mis des pelles et des pioches dans les mains, et des brouettes. On a dit, bon, bah, si on nous met des outils dans les mains, c'est pas pour aller au four crématoire, c'est pas pour aller à la chambre à gaz, ni quoi que ce soit, c'est pour aller travailler. Effectivement, ils nous ont emmenés dans un commando extérieur qui se trouvait à environ 3-4 km du camp et qui s'appelait Hygiene Institut SS und Polizei, où il y avait des travaux à faire dans l'intérieur du camp. Et dans ce camp, il y avait des SS, il y avait des déportés qui travaillaient, des savants, des docteurs, un tas de choses. Mais je l'ai su par la suite qu'ils ne faisaient rien pas de trucs sur des cobayes humains ni quoi que ce soit. Là, c'était uniquement, ils analysaient les aliments, ils fabriquaient de l'ersatz, ils faisaient un tas de choses comme ça. Qu'est-ce que c'est l'ersatz? L'ersatz, bah, c'est des imitations, pour la nourriture. De nourriture, un tas de choses. C'est ce qui se passait dans ce commando. Et donc, j'ai travaillé, on m'a affecté, on m'a mis dans un endroit où il fallait que je remette des cailloux, que je rebouche des trous. Et j'étais là, tout seul, passe un Obersturmführer, un gars donc avec un SS, ni plus ni moins. Il me regarde. Bon, ben moi, je ne le regarde pas. Hein. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais là, was machst du nicht? À l'époque, j'arrivais à comprendre l'allemand, maintenant, bien sûr. Je lui explique vaguement que, je lui montre des portées à Youd qui fait. Alors, il me dit, quel âge as-tu? Alors, je lui dis, alors il hoche la tête comme ça. J'ai senti que cet homme n'arrivait pas à comprendre. Il lui est passé certainement quelque chose dans la tête, je ne sais pas quoi. Peut-être un sentiment d'humanité, je ne sais pas. Il m'a dit, tu viens avec moi à mon bureau. Il m'emmène, il me dit, tu vois qu'il fait... alors il me demande, qu'est-ce que tu fais? En allemand, on arrivait à se comprendre en parlant, qu'est-ce que tu faisais Je lui explique que mes parents étaient déjà déportés, que je ne savais pas ce qu'ils étaient devenus, que moi j'avais été déporté à mon tour, que j'étais dans un centre d'enfants, où j'apprenais le métier de menuisier. Je lui explique vaguement tout ça. Alors il me dit, ich habe einen Tischler. J'ai un menuisier, ich habe einen Tischler, ich habe einen Tailleur. Jude, von Berlin. Il m'explique qu'il travaillait pour son compte, un juif menuisier, juif berlinois, et un tailleur berlinois qui travaillait pour lui. Qui n'était pas trop malheureux, il l'avait affecté à son commando, à leur commando, et donc il faisait des travaux pour eux, pour leur compte personnel, voyez-vous. Il me dit, si tu veux, je te fais rentrer dans ce commando. Tu travailleras avec ce juif berlinois qui travaille pour moi. Je ne te force pas. Il m'a dit, c'est toi qui décides. Alors j'ai dit, j'avais rien à perdre. Il m'a affecté à ce commando, et donc je partais en commando tous les matins là. Je travaillais dans ce commando, donc j'étais dans une salle, je travaillais avec ce vieux berlinois dont je ne me rappelle plus de nom.
Il me faisait scier des bouts de bois, il me faisait raboter la varlope. Bon, c'était pas trop dur. Hein. J'étais pas martyrisé. Et en plus, j'avais une nourriture convenable. Ils me donnaient leur nourriture à eux. Donc, j'étais pas trop malheureux. Ça a duré environ un bon mois, 1 mois et demi, 2 mois. Je ne pourrais plus dire exactement combien de temps ça a duré. Hein. Mais c'est probablement ce qui m'a sauvé la vie. Hein. Parce que ce qui m'est arrivé par la suite est absolument infernal, quoi. Et tous les jours, vous retourniez dans votre bloc? Ah, bien sûr. Et il y avait toujours ces appels et ces choses? Toujours ces appels. Mais enfin, dans ce commando, c'était moins dur que de faire le métier de terrassier. Hein, et de casser des cailloux, de transporter des brouettes pleines à craquer, et un tas de choses comme ça. Et donc, j'allais dans ce commando, je rentrais le soir, j'arrivais même à ramener de la soupe, la distribution de soupe normale du camp, j'arrivais à la ramener, à la donner à mes copains. Hein, pendant un certain temps, je la planquais sous mes vareuses. Et donc, j'ai réussi, pendant un certain temps, à ne pas être trop malheureux, disons. Ça a dû durer environ 1 mois et demi, 2 mois. C'était avant ce fameux 18 janvier 1945, dont je vais vous parler bientôt. Alors là, nous sommes encore en 45. Nous sommes en 44. Entre 44 et 45, voilà. Donc je suis arrivé donc le 31 juillet, le 2 août environ à Auschwitz. Donc pendant 5 mois, 6 mois. 5-6 mois, j'ai travaillé comme terrassier. Et ensuite à la menuiserie. Et ensuite dans ce institut spécialisé. Dans cette espèce d'hygiène institut. Voilà. Alors là, nous arrivons au moment difficile. Au moment très difficile. Alors vous allez nous raconter. On arrive donc, c'est l'hiver 44-45. C'est l'hiver 44-45. Un hiver extrêmement rigoureux. Vous savez où se trouvait Auschwitz. Hein, sur la carte, sur les cartes, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire dans quelle région ça se trouvait. Hein. Vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Ça se trouvait dans les Hautes-Silésie, du côté de Cracovie, enfin, je ne sais plus exactement, dans les coins là, quoi. Hein. Et c'était très très dur, donc cet hiver était particulièrement dur. Hein. On voyait même dans les blocs, quand on arrivait, des chanats, les glaçons descendaient jusqu'au sol. Hein. Tellement il a fait froid. Tellement il a fait froid. Hein. Et nous savions que nous entendions le canon. Alors là, on est en janvier ou en décembre? Nous sommes en janvier. En janvier 45. Nous sommes en début janvier 45. Nous savons que la guerre n'est pas loin. Nous savons que la guerre n'est pas loin. Mais nous entendons le canon au loin. Nous savons, puis nous avons quelques petites informations. Quand même, je ne sais pas par quel miracle nous arrivons à avoir quelques petites informations. Mais nous entendons le canon. Et le 18 janvier, ils nous évacuent tous des blocs à coups de schlag. On nous met dans des wagons découverts. Non, même pas. Non, c'est pas que je dise pas de bêtises. Je vous prierai de couper ce passage parce que c'est pas l'ordre chronologique. Hein. Là, en ce moment, je suis tellement ému que je mélange tout. Hein. Voyez-vous. Bon, je reprends un petit peu mon souffle là. Donc, ce 18 janvier arrive. On nous emmène. On nous évacue des blocs. On nous évacue des blocs. Tous les blocs sont évacués. On nous met sur les routes. Et il y a des colonnes interminables de déportés qui marchent. Nous sommes, je ne pourrais pas dire le nombre de déportés, mais c'était une véritable vague humaine de flux et de reflux au fur et à mesure que les gens devant arrêtaient, les gens derrière arrêtaient, c'était épouvantable. À pied alors? À pied. Ah bon? Nous avons marché pendant 2 jours à pied, 2 jours dans la neige jusqu'aux chevilles. Hein. Le premier qui tombait, soit de fatigue, soit de s'écroulait pour une raison ou pour une autre, prenait une balle dans la tête. C'était un véritable enfer. Les balles sifflaient autour de nous. Là. Il y a eu je ne sais combien de morts. C'était une véritable marche de la mort. C'était atroce, atroce, atroce. Je ne sais pas comment j'ai pu en sortir. Hein.
Je me suis même vu à dormir debout. J'ai dormi debout. Je me suis vu dormir et me réveiller en sursaut parce que si je tombais, je prenais une balle. Ensuite, nous sommes arrivés, au bout de 2 jours, dans un camp qui s'appelait Gross-Rosen, camp qui est sur les cartes, je ne sais plus à combien il est situé d'Auschwitz, il a une bonne centaine de kilomètres. Donc nous avons marché pendant 2 jours, 2 nuits, avec très peu d'arrêt. La fatigue en a fait tomber plein et de toute façon qui ne restait pas en vie, parce que s'il n'était pas mort d'épuisement, il prenait une balle. Hein. Je vous l'ai déjà dit. On liquidait les gens qui tombaient. On liquidait les gens qui tombaient, voilà. Et donc, nous sommes arrivés dans ce camp de Gross-Rosen, on nous a mis dans des baraques, où nous sommes restés 2 jours sur du fumier, à même le sol, sur du fumier, sans pouvoir bouger. Nous sommes restés 2 jours et 2 nuits sans bouger. Nous ne savions pas ce qu'on allait faire de nous, et nous sommes restés 2 jours en transit. Nous étions là, nous faisions nos besoins sous nous. Il n'était pas question de sortir. Il n'était pas question de pouvoir bouger, enfin, bouger, je me comprends, de faire un mouvement. Hein. Après ces 2 jours, nous sommes donc arrivés, nous étions donc le 18, 19, 20, c'est donc le 21, le 21 janvier 1945, ça doit être le 21, ça ne peut pas être autrement. Le 21 janvier 1945, on nous a donc évacués de ces blocs, de ce camp de Gross-Rosen, et on nous a mis dans des wagons découverts, des plateformes, des véritables plateformes, avec des ridelles tout autour. 100 par wagon, les uns sur les autres, plein hiver, il faisait peut-être, je sais pas, moins 15, moins 20, peut-être plus, peut-être davantage encore. Et debout, là, debout. Debout, couché, on s'arrangeait, on essayait de se mettre comme on peut, on se blottissait les uns contre les autres pour se réchauffer. J'ai beaucoup de chance d'avoir été dans les plus jeunes parce qu'il y avait quand même beaucoup de solidarité. Et je me souviens des vieux qui me frottaient les mains, qui me frottaient les pieds pour que je n'ai pas les pieds et les mains gelés. Il en est mort des quantités inimaginables. À un moment donné, nous sommes restés 6 jours et 6 nuits dans ces wagons, sans manger, sans boire. Nous n'avons pas absorbé la moindre nourriture ni la moindre boisson pendant 6 jours et 6 nuits, dans ces wagons. Alors les gens tombaient comme des mouches. Comme des mouches. Lorsque nous sommes arrivés au camp de Buchenwald, parce que nous sommes arrivés à Buchenwald, au bout de ces 6 jours et ces 6 nuits de transport, dans des conditions épouvantables, nous dormions sur les morts, nous dormions sur les cadavres. On ne peut pas dire, nous étions environ 100, il y avait plus de 50 cadavres par wagon. C'était clair, c'était clair. On ne peut pas les compter, mais on nous a donc sortis de ces wagons, et on nous a encore laissés dans la neige, on nous a quand même donné des couvertures, et nous sommes restés toute la nuit dehors. Dans le camp de Buchenwald. Dans le camp de Buchenwald, et dans la neige, et ensuite, le lendemain, ils nous ont placés dans des baraquements. Ils nous ont mis dans des baraquements. Donc, je me suis trouvé dans un baraquement. Nous sommes donc fin janvier et jusqu'au 11 avril. Dans ce camp de Buchenwald, 11 avril, le jour de notre libération. Et qu'avez-vous fait dans ce camp de Buchenwald de janvier Nous ne faisions rien. Nous ne faisions rien. Il n'y avait pas de travail, les gens, ils en éliminaient, ils en réintroduisaient. C'était la maladie, c'était les diarrhées, nous passions des journées à évacuer, nous ne faisions rien. Ou très peu de choses, quoi. On nous faisait faire quelques petits travaux. Et bon, mais ils ne pouvaient pas éliminer tout le monde. Il y avait trop de monde, On vous nourrissait, là? On nous nourrissait relativement peu. Hein. Déjà à Auschwitz, quand nous étions à Auschwitz, pour travailler, nous avions un morceau de pain, un bout de margarine et 1 litre de soupe par jour. C'était tout. Et là, c'était à peu près la même chose. Hein. Mais enfin, là, nous ne travaillions pas, mais c'était épouvantable, parce que nous couchions dans des baraques, superposées les unes. C'était des véritables cages à lapins, où nous étions 6 à coucher sur le côté. Quand nous voulions nous retourner la nuit pour la fatigue,
Il fallait qu'on se conjugue tous ensemble pour le faire. Parce qu'autrement, un seul n'aurait pas pu bouger, c'était pas possible. Nous étions serrés comme des véritables sardines. C'était atroce, quoi. Et bon, ben, nous étions dans ce camp. Et donc est arrivé la fin, le mois d'avril. Au mois d'avril, nous entendions de nouveau le canon, nous entendions le canon qui se rapprochait, parce que là, c'était... nous savions que le débarquement avait eu lieu. Nous savions que nous avons été informés que le débarquement avait eu lieu, que les troupes alliées avançaient. Et là, nous ne pouvions pas l'ignorer parce que nous entendions le canon qui se rapprochait tous les jours. Et un jour, ils nous ont prévenus qu'ils allaient nous évacuer. Donc ça devait être environ vers le 16 avril, environ. Puisque nous avons été libérés le 11 avril, vers le 9 avril ou le 9 ou 10 avril, oui. Ils nous ont dit, on va vous évacuer. Voilà, on va vous évacuer à nouveau, on va vous emmener sur les routes. Alors j'étais là, je dis, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir survivre à une nouvelle marche, c'est impossible. J'étais dans un état d'épuisement total. Je couchais au dernier étage avec deux jeunes, à peu près de mon âge, un peu plus âgés que moi. J'ai malheureusement oublié leur nom, c'est quelque chose d'atroce de perdre des noms comme ça. Et nous sommes dit non, il n'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Comme nous couchions au dernier étage, nous étions sous le plafond. Et il y avait des frises, c'était des frises. Nous avons réussi à défaire quelques frises, à nous blottir dans la charpente, hein, et à remettre les frises au-dessus de nous, à les remettre. Et nous nous sommes planqués tous les trois dans cette charpente. Nous avons entendu du bruit, nous avons entendu l'évacuation du camp, du bloc, et nous n'avons plus entendu le moindre bruit, et nous avons attendu. Nous avons attendu, puis d'un seul coup, on a entendu des pas dans la salle, et ils se sont probablement aperçus qu'il y avait des lattes qui étaient disjointes en haut, quelque chose de pas très normal à leurs yeux. Nous avions bien réussi à remettre ces lattes, et ils les ont défaites, et avec des lampes de poche, ils ont venu fouiller toute la charpente. Ils ont fouillé, nous étions tapis, véritablement comme des bêtes à ne pas respirer, c'est le cas de le dire. Hein. Je suis resté dans cette position-là, nous sommes restés là jusqu'à ce qu'ils ne nous voient pas, ils sont partis. Nous n'avons plus rien entendu. Numéro 3. Vous disiez donc que vous étiez dans la charpente de cette baraque, et on vient faire une vérification. Ils ont fait une vérification. Alors comment ça s'est passé? Ils ont fouillé avec des lampes de poche, nous étions tapis derrière les charpentes, ils ne nous ont pas vus. Alors ils sont donc ressortis, le bloc est resté vide, nous sommes restés tapis toute la nuit sans bouger dans cette charpente, parce qu'il ne fallait pas qu'on sorte dehors, bien entendu. Hein. Ils étaient en train d'évacuer presque tout le camp. Hein. Et nous entendions toujours le canon, qui arrivait, les coups de canon. Hein. Nous savions que les Alliés n'étaient pas loin. Et nous avions une grosse peur également, c'est que lorsqu'ils sont partis, qu'ils ne nous ont pas vus, nous avions une grosse peur, c'est qu'ils incendient ces baraquements. Comme c'était des baraques qui auraient pu cramer très facilement, brûler très facilement, nous avions une grosse peur, c'était ça. Enfin, ça ne s'est pas vérifié, ils n'ont pas incendié les baraquements. Et le lendemain, vers 7h, 8h du matin, nous avons entendu du bruit, le camp s'est rempli à nouveau avec d'autres déportés. Des déportés qui sont rentrés dans ce camp, dans cette baraque, hein, dans ce baraquement. Hein. Nous nous sommes donc mélangés à eux parce que c'était une véritable pagaille à cette époque-là. C'était un véritable affolement, il n'y avait plus d'appel, il n'y avait plus rien. Les SS eux-mêmes ne savaient plus où ils en étaient, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Hein. Nous nous sommes mélangés avec ces déportés
Et donc nous avons attendu avec eux, parce qu'on ne pouvait pas rester éternellement là-haut. Et est arrivé le 11 avril au matin, alors là le camp s'est libéré lui-même. Je ne savais absolument pas qu'il y avait un mouvement d'organisation de résistance dans l'intérieur du camp de Buchenwald. D'un seul coup, nous avons vu des armes sortir de partout, des déportés s'armer, arrêter les SS, les prendre en joue, les faire prisonniers. Et sont arrivés les Américains après. Lorsque les Américains sont arrivés, le camp était déjà libéré, par lui-même. Je pense que vous avez déjà dû entendre parler, dans d'autres circonstances, de la libération du camp de Buchenwald. Non, mais racontez-nous. Non, mais il y a beaucoup d'archives à ce sujet déjà. Hein. Alors, j'ose pas vous dire, je ne vous dis pas la joie qu'on a ressentie quand nous avons vu les premiers Américains. Ils étaient là, ils arrivaient. Il y en a qui sont morts en les voyant arriver. Hein. Ils nous voyaient, ils pleuraient comme des gosses, ils ne savaient pas quoi faire, ils nous donnaient du chocolat, ils nous donnaient tout. Ils pleuraient, c'était épouvantable. Quoi. Les soldats qui étaient à l'intérieur du camp, de voir cette aberration, cette misère humaine, les tas de cadavres, et tout. Hein, ils étaient horrifiés. Alors voilà, le camp, donc est arrivé à la libération du camp de Buchenwald et j'ai eu la chance d'être rapatrié assez rapidement. Je suis même arrivé le 28 avril 1945 à Paris. Au centre de Lutetia à l'hôtel Lutetia. C'est là où je suis arrivé. À l'hôtel Lutetia, oui. Il faut refaire sa vie. Il faut refaire sa vie. C'est-à-dire que là... Qu'avez-vous fait à ce moment-là, une fois que vous avez été en France? Là j'étais, comme on dirait... soigné, j'étais complètement hors du circuit. Je ne savais même plus où j'étais. La réaction, l'affaiblissement, je pesais 37 kilos. J'étais complètement... je ne pouvais même plus avaler la moindre nourriture. Heureusement pour moi d'ailleurs. Hein. J'avais l'estomac tellement rétréci que je ne pouvais plus me nourrir. Et puis, je ne sais pas, trop de choses à la fois. Quoi, hein. Et donc, on m'a emmené dans un hôpital, je ne me rappelle plus du nom de l'hôpital, où on m'a soigné. On m'a soigné pendant une quinzaine de jours. On me nourrissait avec des ampoules de sérum glucose. Je pouvais rien avaler, hein, de toute façon. On me nourrissait comme ça. Et ensuite, je suis allé en convalescence dans une maison de convalescence à Jouy en Josas. Hein. Et là, je savais pertinemment que je ne retrouverais aucun membre de ma famille. Je le savais. Je savais que je n'avais aucune chance de revoir qui que ce soit, à l'exception de mon frère, que je pensais avoir une chance de revoir, puisque je savais qu'il était prisonnier de guerre, qu'il était dans les stalags, et que j'espérais pouvoir revoir. Hein. Parce que mon frère, Dieu merci, on n'a jamais su qu'il était israélite. Parce que vous savez que dans les prisonniers de guerre, il y a beaucoup de prisonniers qui étaient israélites, qui ont été emmenés dans les camps également, dans les camps de concentration. Et ils n'ont jamais su. Mais enfin, à cette époque, je ne pensais ne jamais revoir qui que ce soit de ma famille. J'ai donc repris contact avec Madame Gaborio. Je lui ai écrit. Quand elle a su que j'étais libéré, elle était folle de joie. Et elle m'a dit, Albert, dès que tu peux, tu viens à la maison, on ne t'occupe pas, c'est moi qui te soignerai, tu viendras, on te soignera, tu reviens chez moi, il n'y a aucun problème. Alors, donc, j'ai repris contact avec elle. Elle, de son côté, elle a repris contact avec le COSOR, dont le révérend Père Fleury était devenu président, hein, qui s'occupait de tous les... Le COSOR, c'est une organisation de la résistance, et c'est ce COSOR qui m'a pris en charge. C'est ce COSOR qui m'a pris en charge, qui m'a placé chez Madame Gaborio, par le fait que c'est elle qui m'a dit tu reviens à la maison, et c'est le COSOR qui m'a pris en charge jusqu'à ce que je puisse retravailler, faire ma vie moi-même, pouvoir travailler. Parce que matériellement, je ne pouvais rien faire.
j'étais trop faible. Je me souviens qu'on me donnait des... à l'époque, il y avait encore des bons de nourriture. Les cartes d'alimentation. Les cartes d'alimentation. Et on me donnait... J'avais double ration, j'avais un tas de choses. Et donc, j'ai été soigné chez cette Madame Gaborio par un docteur, d'ailleurs, qui s'appelait un docteur Loudunet, qui est mort maintenant, qui s'appelait le docteur Delaroche. Et donc, j'ai vécu là-bas. Et ensuite, comme j'ai été en force de travailler, donc j'ai vécu au milieu de ces 4 enfants. Elle me considérait comme de la famille. Ses enfants me considéraient presque comme le frangin, pratiquement. Et j'ai travaillé pendant 4 ans chez un menuisier ébéniste où j'ai appris mon métier par le fait, parce que j'avais, comme dit l'autre, j'avais commencé à apprendre le métier de menuisier, mais je ne connaissais pratiquement rien à l'époque. Hein. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans chez Monsieur Cadéan à Loudun, dans une fabrique de meubles, où j'ai appris mon métier, une partie de mon métier bien sûr. Et au bout de 4 ans, d'ici là, durant ce laps de temps, j'ai revu mon frère. Hein, la liste des prisonniers de guerre rentrés a fait que j'ai revu mon frère, qui lui est revenu à Nancy, qui n'a rien trouvé chez nous. Toute la maison était vide, il y avait même plus, tout avait été pillé, il ne restait absolument plus rien. Il ne restait absolument plus rien dans la maison. Mais enfin, il a réintégré l'appartement que nous habitions avant-guerre, au 83 rue Saint-Dizier, à Nancy. À l'heure actuelle, ça se trouve en face du marché aux fleurs, pour vous situer si vous connaissez Nancy. À l'époque, il habitait d'ailleurs, Pierre Tikozinski habitait dans cette maison également, toute la famille Tikozinski habitait, qui étaient des très bons amis, quoi. Hein. Et donc, j'ai repris contact avec mon frère, qui est venu me voir à Loudun. Quand il est rentré, nos retrouvailles ont été émouvantes au possible, bien sûr. Et lui, donc, en 1949, je suis rentré à Nancy, quoi. J'ai quitté cette famille à Borio, et je suis rentré à Nancy, et j'ai vécu avec mon frère pendant un certain temps, avant de comprendre chacun de nous, bien entendu. Quand on est adulte, on aime son indépendance, bien entendu. Et chacun de nous a fait sa vie. Enfin, a fait sa vie, c'est une façon de parler, parce que ni lui ni moi, nous nous sommes mariés. Hein, nous sommes restés célibataires, tous les deux. Enfin, ça, c'est les aléas de la vie. Hein, c'est la vie qui a voulu comme ça, quoi. Hein. J'ai fréquenté des jeunes femmes, bien sûr. J'ai failli me marier, ça ne s'est pas fait. Puis enfin, je suis toujours célibataire, et mon frère est toujours resté célibataire également. Et puis bon, malgré tout, pour moi, je vous dis, je maintiens des contacts très proches avec la famille Gaborio, avec cette femme, à qui je dois tellement de choses. Hein. Madame Gaborio est toujours vivante. Elle est toujours en vie, elle va avoir 84 ans. Tous les ans, je vais la voir régulièrement. Le jour de la fête des mères, je lui envoie un grand bouquet de fleurs. Je lui envoie un grand bouquet de fleurs un jour, également tous les anniversaires. Nous fêtons souvent des Noël, Nouvel An ensemble. C'est votre seconde famille? C'est ma seconde famille, bien sûr. Je suis devenu le parrain d'une de ses petites filles. Le Benjamin de ses filles, Jam, qui s'est marié, a eu une fille qui s'appelle Sandrine, dont je suis devenu le parrain, qui va avoir 29 ans demain. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars. Elle va avoir 29 ans le 14 mars. Et j'ai fêté cet événement ce week-end d'ailleurs. Je reviens de chez eux. Hein. Nous avons fêté avec un petit peu d'avance ces 29 ans. Maintenant, vous êtes en retraite? Je suis en retraite, oui. Ah non, si vous avez travaillé chez qui en tant que menuisier? Si vous avez continué comme Oui, métier? j'ai continué ma carrière de menuisier ébéniste pratiquement tout le temps, à l'exception d'un petit laps de temps où j'ai pris une boutique sur le marché. Hein, où mon frère, à l'époque, avait également une petite boutique sur le marché, parce que quand je suis rentré, comment dirais-je, j'ai travaillé à Tomblaine
dans une fabrique de meubles qui s'appelait la Malora, mais où je faisais un travail qui ne me convenait guère. Hein, j'étais toujours sur une machine-outil, une ponceuse, c'est pas ça qui pouvait me permettre d'apprendre mon métier, donc je ne tenais pas trop à y rester. Et en attendant de retrouver un autre travail, j'ai tenu une petite boutique sur le marché pendant quelques mois, mais comme ça ne marchait pas trop bien, j'ai retrouvé ensuite du travail. J'ai travaillé ensuite dans une fabrique, dans une maison, la maison Ulrich, qui fabriquait des meubles d'art, et c'est là où réellement j'ai bien appris mon métier. Hein, meubles d'art Ulrich, qui n'existe plus maintenant. La maison existe toujours. Elle a été reprise par des petits-enfants et petits-enfants, mais ils ont été obligés de cesser ce métier de meuble d'art. Maintenant, pour des meubles d'art, ça ne rapporte pas. Il faut faire autre chose. Ils se sont recyclés dans la fabrication, dans la pose de tapis, bulgum, moquettes, etc. etc. quoi. Et ensuite, j'ai travaillé chez Deleuze, également. Peut-être que vous connaissez cette maison. C'était des Israélites qui tenaient cette maison, une fabrique de meubles, une maison de meubles, quoi, disons. Et ensuite, j'ai travaillé chez Guyot, à Laxou, où je suis resté une douzaine d'années. Ensuite, j'ai travaillé dans une maison à Séchant, l'entreprise Teux, où j'ai fait du meuble massif. Je suis resté 13 ans. Et j'ai terminé ma carrière chez Venturini, dans la zone industrielle des Cours, où j'ai terminé ma carrière, une bonne maison, où je n'ai qu'à me louer de cette maison qui a été vraiment... où j'ai terminé ma carrière chez eux, quoi. J'ai pu prendre ma retraite à l'âge de 55 ans, bénéficier de 5 ans en tant qu'ancien déporté, donc j'ai fait valoir mes droits à la retraite à 55 ans. Donc je vais avoir 69 ans, je suis donc en retraite depuis l'âge de 55 ans. Je vis ma petite retraite tranquillement. Vous avez des loisirs? Vous avez des loisirs? Qu'est-ce que vous faites? Je suis dans une académie de billard, je joue aux échecs, mais enfin je ne fais pas partie d'un cercle d'échecs. Dans le temps, j'ai fait partie du cercle d'échecs nancéen, mais enfin on ne peut pas tout faire. Le plus, c'est surtout l'académie de billard. Je fais de l'arbitrage de jeux de billard. Je ne joue plus moi-même en compétition, j'ai joué, parce que mes nerfs ne me permettent pas de le faire. Pour jouer vraiment au billard, il faut des nerfs trop solides. Et mes nerfs ont été tellement mis à rude épreuve que ça ne m'est pas possible, quoi. Je connais bien le jeu de billard, j'ai une bonne technique, mais je ne peux pas l'assumer sur un tapis vert, comme on dit. Alors. Donc je me consacre beaucoup au club. J'ai été pendant plus de 20 ans, presque 25 ans, comment dirais-je, dans le comité. Je ne suis plus au comité parce qu'il faut laisser la place aux jeunes, comme on dit. Mais enfin, quand il y a quelque chose à faire au club, je suis toujours là, je suis toujours disponible pour aider le club, quoi, hein, qui est un club cher à mon cœur, comme on dit, quoi, hein, l'Académie de billard de Nancy. Et j'y vais 2, 3, 4 fois par semaine. Là, j'y vais encore à la fin de cette semaine pour arbitrer du jeu de 3 bandes des compétitions. Est-ce que vous pratiquez quelle pratique religieuse avez-vous depuis que vous êtes rentré? J'ai cessé toute pratique religieuse. Et est-ce que vous avez des liens avec des organisations qui sont des anciens déportés ou des choses comme ça? Ah, ben, je fais partie de la FNDRP, bien sûr, oui. Je fais partie de la Fédération nationale des déportés internés, résistants et patriotes. Je suis même le porte-drapeau départemental de cette organisation. Et donc, je participe à toutes les cérémonies, qu'elles aient lieu dans une synagogue, qu'elles aient lieu dans une cathédrale, qu'elles aient lieu pour un enterrement, qu'elles aient lieu pour toute cérémonie commémorant un événement, la libération, le jour de la journée de la déportation. Donc je suis porte-drapeau et membre du comité de la FNDRP. Donc ça me prend également un certain temps. C'est pas vraiment un loisir, mais c'est une occupation hein, à part entière, comme on dit, qui me prend un certain temps, comme on dit.
Mais j'ai cessé toute pratique religieuse, oui. Je vais aussi bien dans une synagogue que dans une cathédrale, mais je suis... Il n'y a plus la foi, malgré... On devient athée quand on a vécu tout ce que j'ai vécu. Enfin, je n'ai rien contre les gens qui ont la religion, qui ont la foi, hein, bien entendu. Hein. Je respecte la foi des autres, bien entendu. Hein, tant que la foi des autres n'aboutit pas à de l'extrémisme, bien entendu. Hein, comme il y en a malheureusement tant à l'heure actuelle. Nous arrivons à la fin de notre interview. Est-ce que vous auriez un message à faire passer par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, de toute cette expérience extrêmement douloureuse et difficile, pour les jeunes générations peut-être? Bien sûr, oui, bien sûr. Si vous avez quelque chose à dire. Il faut qu'ils soient vigilants à la vigilance. Il faut absolument... nous avions dit à la fin, lorsque nous avons été libérés, plus jamais ça. Malheureusement, ça existe encore. Nous nous apercevons que dans tous les coins du monde, les grandes nations ne sont pas capables de faire le nécessaire pour qu'il n'y ait plus de Shoah, de massacres. Il y en a partout, dans tous les coins du monde, on voit ce qui se passe. Et à notre époque, on pouvait dire, tiens, on ne savait pas ce qui se passait. On était ignorants. Effectivement, beaucoup de gens ne savaient pas ce qui se passait. Mais maintenant, c'est presque filmé en direct. C'est presque fait devant les caméras et les grandes nations sont impuissantes pour empêcher cette chose. C'est atroce. Alors je demande, bien sûr, je dis aux jeunes générations, pas de racisme, pas de... Tout le monde, l'égalité des droits pour tous. Il faut que tout le monde, qu'il soit de quelque nationalité, de quelque religion ou quoi qu'il soit, ait les mêmes droits, les mêmes besoins, les mêmes devoirs également, bien sûr. Bien sûr, ça c'est le seul message que je puisse faire passer. En espérant qu'un jour, il y aura enfin la paix dans le monde. C'est tout. Merci. J'espère avoir été à peu près... Alors là, nous allons reprendre votre tatouage. C'est quel numéro? B 3899. En allemand, B 3899. C'est comme ça qu'il fallait que j'entende quand il y avait les appels, bien entendu. Il fallait que je comprenne. Alors là, nous avons une photo du camp de Poitiers. Les baraquements qu'il y avait au camp de Poitiers, oui. Et alors, que représente cette photo? Que représente cette photo? Nous sommes à table en train de manger, voilà. Nous sommes en train de manger en plein air parce qu'il faisait bon. Au camp de Poitiers, nous étions surveillés, bien sûr, on ne pouvait pas s'évader. On ne pouvait théoriquement pas s'évader parce qu'il y avait quand même des miradors, des barbelés et tout. Mais à part la promiscuité, nous n'étions pas trop malheureux, bien sûr, vu ce qu'on a subi par la suite, bien entendu. Et qui figure sur cette photo? Sur cette photo figure tout à fait à l'extrême droite mon papa, Joseph, qui était serrurier à Nancy, et qui est né, lui, en Pologne en 1882. À l'extrême gauche, oui. Alors ensuite, j'ai ma maman Enia Nemorska, qui est née, elle, en 1892, et qui est née également en Pologne, à Sielc. À côté de ma maman, sur le banc, devant, il y a ma sœur aînée Estelle Epner, Nerovec, qui, elle, était venue nous voir à Rouillé lorsque nous avons été arrêtés, et qui a été arrêtée malheureusement en même temps que nous, parce qu'elle était en zone libre à l'époque, et elle était venue nous rendre visite, et manque de peau, vraiment la fatalité a voulu qu'elle soit arrêtée en même temps que nous, le jour de mon anniversaire. Et elle aurait pu éventuellement s'évader du camp de Poitiers. Son mari avait essayé de la faire évader, elle n'a jamais voulu parce qu'elle avait peur de représailles contre ma famille. Alors donc ça c'est Estelle, qui elle était née le 16 juillet 1915 à Sielc. Nous avons donc tout à fait à droite, de l'autre côté, à gauche, pardon, ma deuxième sœur Paulette, hein, qui est née le 13 avril 1919 également à Sielc. Et ensuite, moi accroupi, c'est moi. Hein.
et ma plus jeune sœur Fanny, qui est née le 20 avril 1924 à Nancy, elle. Et toute cette famille a été déportée quand? Mon père a été déporté le 31 juillet 1942 par le convoi numéro 13, d'après les documents de Serge Klarsfeld sur son livre Les déportés juifs de France. Et tout le restant de ma famille, c'est-à-dire que ma mère, c'est-à-dire ma mère et mes 3 sœurs, ont été déportés le 19 août 1942 par le convoi numéro 21. Ensuite, il y a les membres de ma famille. Alors là, nous sommes toujours dans le camp de Poitiers, mais c'est une scène assez sympathique. Une scène assez sympathique, oui, qui paraît sympathique à prime abord, parce que nous faisions les pluches, c'est-à-dire que le camp se gérait par lui-même, bien sûr. Disons qu'on faisait les pluches, on faisait la bouffe, comme on dit. C'était pas le grand luxe, mais enfin, nous arrivions à nous débrouiller, quoi. Nous vivions par famille dans ce camp, mais il y avait quand même une certaine promiscuité, parce que nous étions tous dans des baraquements, divers baraquements, mais les familles les unes à côté des autres, séparées par une espèce de tenture qu'on a rangée nous-mêmes, quoi. Voilà. Il y a mes 3 sœurs figurent sur cette photo. Bon. Alors, que représente cette photo? Cette photo me représente en train de faire ma bar mitzvah au camp de Poitiers. Ah bon? Donc vos parents ont tenu à ce que vous fassiez cette bar mitzvah dans des conditions difficiles? Dans des conditions difficiles. J'avais un peu plus de 14 ans donc à l'époque. Je ne me rappelle plus du jour exact de cette bar mitzvah. C'était entre le jour de mon arrestation, bien sûr, et le jour de ma libération du camp. Donc j'ai fait cette bar mitzvah. Voilà. Ça a donné lieu à une petite fête quand même? Oh, petite fête, non. Même pas. Pas spécialement, oui. Si on veut, quoi. Alors là, c'est une photo où vous figurez à un moment donné important, quand même. Très important, oui. C'est le jour de ma libération du camp de Poitiers. Vous avez pu être libéré par l'intervention de... J'ai pu être libéré grâce aux efforts conjugués du révérend Père Fleury, du grand rabbin de Poitiers, qui était en action dans un organisme humanitaire à l'époque. Je ne me rappelle plus exactement du nom de cet organisme. Le révérend Père Fleury est devenu président du COSOR par la suite. Donc, il a réussi à me faire libérer et j'ai été placé, donc c'est le jour de ma libération, au milieu de ma famille, sauf mon papa qui n'est pas sur cette photo. Et là, vous avez été placé chez monsieur et madame Gaborio après? Non. Ah, pas encore? Là, j'ai été placé chez mes cousins, monsieur et madame Rosner, qui étaient réfugiés dans le département de la Vienne, au château de la Plaine, près de l'Encloître. Ils habitaient dans cet endroit, quoi. On les avait placés, ni plus ni moins, qu'en résidence surveillée également. Alors donc, bien sûr, c'était presque un non-sens de m'avoir placé dans une autre famille juive, mais ça, on l'a su que par la suite. Donc, j'ai été placé chez mes cousins-cousines qui étaient réfugiés à Nancy et qui vivaient à Nancy, au 31 rue des Ponts. Alors, ce sont donc vos cousins-cousines, ça? Voilà, ce sont mes cousins-cousines, chez qui j'ai été placé lorsque j'étais libéré du camp de Poitiers. Alors, c'est des liens très proches de cousinage, surtout avec la cousine, parce que le cousin s'appelle, lui, Rosner Nissem. Il est né à Lask, en Pologne, et le 22 décembre 1896. Il a été déporté en novembre 1942 par le convoi numéro 42. Et ma cousine, elle, c'était Rosner Léa. Elle est née en 1900 à Siels également. Elle est la fille de Chaim Kozieniski et de Ruth Klarovec. Voilà. Elle a été déportée? Elle a été déportée le même jour que son mari. Puisque j'ai raconté l'histoire de notre arrestation, de leur arrestation où ils nous ont laissés seuls. Les 3 enfants. Les 3 enfants, voilà. Donc ça, c'est votre petite cousine? C'est ma petite cousine Hélène. C'est pas encore ça. Oui, alors là, c'est la photo de qui? C'est mon petit cousin Armand. C'est le frère de... Le frère, c'est le fils de mes cousins, quoi. Et là, il est pris à Loudun, là. Il est à Loudun avec moi, là. Cette meule de foin, ça me rappelle une journée extraordinaire où nous étions partis nous promener avec M. Gaborio. Il nous avait emmenés à la campagne. Ouais.
Parce qu'ils étaient avec moi. Loudun, à la campagne, et ils étaient avec vous? Ils étaient avec moi chez Madame Gaborio. À l'époque, ils étaient avec moi chez cette femme qui nous avait recueillis. Alors ceci est M. Gaborio qui a eu un destin tragique, là. Un destin tragique, oui. Oui, c'est la personne qui s'est fait mitrailler. Qui s'est fait mitrailler sur les routes entre Loudun et Poitiers. Et ce qui fait que peut-être sans ce destin tragique d'Alphonse Gaborio, peut-être que ma petite cousine, mon petit cousin et moi, nous n'aurions jamais été déportés. C'est la personne qui voulait venir... Qui avait envisagé de venir nous reprendre à l'UGIF pour nous emmener, pour nous ramener et nous placer chez des paysans. Là, c'est la famille de Madame Veuve Gaborio. Madame Veuve Gaborio avec ses 4 enfants. À l'époque, disons, cette photo a dû être prise un petit peu après la guerre, lorsque je suis déjà rentré chez elle, ou peut-être même lorsque j'étais revenu à Nancy. Sans doute d'ailleurs, il m'avait envoyé cette photo en souvenir. Donc elle représente donc Madame Gaborio au centre. À l'extrême gauche, il y a Colette, la deuxième fille qui est décédée maintenant. Le plus jeune, Jam, qui est le papa de ma filleule, hein, qui a 57 ans, qui a 57 ans maintenant. Jean-Claude, le plus âgé des fils, qui vit à côté de Carcassonne, et Nicole qui vit également à Loudun, l'aîné des filles qui vit à Loudun également. C'est cette famille qui avait déjà 8 enfants en plus. Non. Qui avait donc, à l'époque... 8 pensionnaires. Voilà, à l'époque, Madame Gaborio avait donc ses 4 enfants, dont les deux Jam était le plus petit, il était en bas âge, et elle avait 8 enfants chez elle, 8 enfants israélites, en plus de sa famille, quoi. Nous vivions chez elle, où elle nous... C'est votre deuxième famille. Voilà, elle nous nourrissait... nous étions chez elle, nous étions nourris et soignés chez elle, quoi. Alors cette photo représente votre filleule? Oui. Alors, elle s'appelle comment? Cette filleule s'appelle Sandrine Gaborio, c'est la petite fille de cette femme qui m'a recueilli pendant la guerre, et chez qui je suis revenu à la fin de la guerre, lorsque je savais que je n'avais plus aucune chance de revoir les miens, quoi. Et donc, son fils Jam, lorsque sa gosse a eu 2 ans, il a dit bon ben lui il n'est pas très religieux, il voulait pas lui faire son baptême. Sa mère tenait à ce que oui, il a dit je suis d'accord, mais à condition que ce soit Albert qui soit son parrain. C'est la seule condition. Et donc le curé a été d'accord, bien malgré la différence de religion, à ce que je sois le parrain de Sandrine. Alors donc je suis son parrain et je me considère comme encore plus que ça, quoi. Merci beaucoup.